Oui, exact, c'était pour revenir sur la vidéo de Nas Boutamina, donc chez Tepa. Donc il avait un peu analysé, enfin, il avait donné sa vision de l'histoire et comment elle a été falsifiée. Donc il a pas mal parlé de l'Église et de la Renaissance. Et je voulais peut-être un peu revenir sur deux points. L'analyse de cette période à la lumière des luttes de pouvoir qui existaient. Et peut-être après, un peu revenir sur la mise en place, la création, entre guillemets, de l'européocentrisme. Donc ouais, il a parlé dans la vidéo un peu de l'Église qui s'oppose à l'islam et tout. Et moi, je sais pas si tout le monde a bien compris ou quoi, mais j'ai eu quelques retours comme quoi c'était un peu méchant, il était contre les chrétiens, et dans le système un peu actuel, médiatique. Donc du coup, oui, juste par rapport aux luttes de pouvoir. Donc il est clair et net, pas du tout anti-chrétien ou anti-islamique ou quoi, de rappeler l'histoire qu'il y a eu une opposition véhémente de l'Église en position contre la montée de l'islam, ce qui est tout à fait logique vu que l'Église a régné plus ou moins en maître. Et du coup, en voyant se propager, comme il le dit Pierre le Vénérable, l'hérésie mahométane, il a bien fallu que celle-ci contre-attaque, ce qui est tout à fait normal. Bon, après, si on revient un peu sur les contes des Milamites, il y a pas mal de citations qui vont dans ce sens-là, qui montrent bien le phénomène. J'en ai juste pris deux, trois. On a le pape Urbain II en 1095, excite son auditoire où il fit un sermon lors du concile de Clermont. Donc Clermont, c'est Clermont-Ferrand aujourd'hui. Et donc le concile, il était destiné à annoncer la première croisade. Donc là, je cite: quelle honte serait-ce pour nous si cette race infidèle, si justement méprisée, dégénérée de la dignité d'homme et ville esclave du démon, l'emportait sur le peuple élu du Dieu Tout-Puissant. Donc Urbain II fut béatifié en 1881, c'est-à-dire proclamé bienheureux par béatification. Donc la béatification, c'est l'acte du pape nommant une personne. Donc là, on parle d'Urbain II au nombre des bienheureux. Donc en gros, Urbain II, il était devenu plus ou moins saint. Après, sinon, on a aussi l'abbé Berlier. Donc je cite: on s'exprime donc fort mal quand on dit que ces expéditions furent entreprises par superstition et par un zèle fanatique de religion. Si ce motif influa sur le peuple, il y en eut d'autres plus puissants qui firent agir les grands. On ne raisonne pas mieux quand on décide qu'il était injuste d'aller attaquer une nation parce qu'elle était infidèle. Il n'était point question de punir son infidélité, mais d'arrêter son ambition, sa rapacité, son brigandage, de lui ôter l'envie de tenter les conquêtes en Italie et en France et de l'empêcher de s'y établir, comme elle avait fait en Corse, en Sardaigne et en Espagne. Donc là, pareil, on voit bien que, mais ce qui est tout à fait normal, en même temps, je dirais, tu as plus ou moins deux concurrents, ou entre guillemets deux ennemis, c'est normal qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux, donc c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'anti-chrétien ou de pro-islamique à montrer tout cela. Mais d'ailleurs, même Chateaubriand, donc c'est beaucoup plus tard, c'est dans les mémoires d'outre-tombe, il revient un peu là-dessus, enfin il parle des croisades, et lui-même il explique que les croisades ne furent pas des folies, comme on affectait de les appeler, ni dans leurs principes, ni dans leurs résultats. Les croisades, en affaiblissant les hordes mahométanes au centre même de l'Asie, nous ont empêchés de devenir la proie des Turcs et des Arabes. Et justement, du coup, dans cette analyse des différentes oppositions pour arriver au pouvoir, cette analyse des luttes, on voit même qu'au sein du christianisme, même au sein de l'Église, il y a eu différents partis qui se sont créés. Bon, bien évidemment, on a le grand schisme de 1054 entre l'Église romaine et l'Église d'Orient. Mais même au sein de l'Église romaine, on s'aperçoit que tout n'est pas rose. On a par exemple, bien sûr, la théorie conciliaire de l'Église. On a vu même deux papes, même trois papes gouverner en même temps. Donc en 1309, il se passe quoi? Il y a la monarchie française qui met pression pour que le siège de la papauté s'établisse à Avignon, qui durera jusqu'en 1377, il regagne Rome en 1377, puis on a le conclave de 1378, qui fait que Urbain VI s'établisse à nouveau à Avignon. Donc on va avoir deux papes jusqu'en 1409, où suite au rejet du concile de Pise, il y a un
troisième pape qui va émerger. Donc il y a eu le concile, normalement il devait effacer les deux papes pour en mettre un autre. Mais les deux papes qui étaient qui régnaient ou qui étaient au pouvoir ou qui étaient élus, bref, ils ont refusé l'autorité du concile. Donc on a eu trois papes à partir de 1409, ouais, c'est bien ça. Donc le christianisme il se retrouve avec trois papes jusqu'en 1417, où suite au concile de Constance qui dura 3 années, me semble-t-il, ouais, qui dura 3 années, on a pu avoir Martin V, un pape qui était le premier pape à contester depuis quasiment un siècle. Toujours, comment dire, dans ce siège-là, je veux dire, l'islam n'a pas été épargné par tout ce qui est tromperie, escroquerie, écrasement d'un tiers pour accéder au pouvoir, etc. Donc il se passe quoi dès la mort du prophète de l'islam? Il y a les prétendants au poste de califat qui vont un peu, voilà, qui vont un peu, peut-être même beaucoup se chamailler. Bon, dès la mort du prophète, il y a Ali qui va, lui, pour enterrer le prophète, mais messieurs Abou Bakr, Omar ibn Khattab et Othman, eux, non, ils vont préférer se chamailler pour savoir qui accédera, qui aura le titre de calife. Et même à la mort du prophète, je veux dire, tous les bédouins, 90% des bédouins, ils sont tous retournés dans la montagne. L'islam tout beau, tout rose et tout, une grande communauté, ceci, cela, c'était pas dès la mort du prophète, on a vu que ça s'est rapidement estompé. Et même un peu après la mort du prophète, on voit bien qu'il y a différentes, comment dire, il y a différentes alliances avec un Abu Huraira et un Muawiyah. Voilà, on voit bien que Omar ibn Khattab, je sais qu'on ne le dit pas beaucoup, enfin on ne le dit même jamais dans les mosquées, mais Omar ibn Khattab, il s'est aussi grandement chamaillé avec Abu Huraira. Il l'a viré ou même tapé, de toute façon vous cherchez, vous trouverez rapidement. Et donc pareil, ensuite il y a la petite algarade, enfin même grosse entre Aïcha et Ali, les Kharijites, Muawiyah. Donc je dirais, certes il y a eu une opposition entre l'église et l'islam, il y a eu des oppositions, il y a eu des problèmes inter-église, mais aussi exactement pareil, inter-islam, je veux dire, le monde musulman ou la mosquée avec un M majuscule n'a pas été épargné par ce phénomène. Le robocentrisme, ouais, donc, ben justement, comme j'annonçais au tout début, je disais qu'on pouvait un peu analyser le truc au vu des luttes de pouvoir et du robocentrisme. Donc alors en réalité, donc on a compris, enfin j'espère, enfin du moins c'est ce que je pense, ce que j'ai compris, même c'est ce que l'histoire décrit, que chaque pôle voilà, il cherchait à imposer son hégémonie, que ce soit économique, commerciale, religieuse, idéologique. Après quand on rentre dans le détail, il y a même des mouvements laïcs qui sont opposés, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails des détails. Et donc en fait, ces luttes de pouvoir, de ces luttes des pouvoirs découlait automatiquement, on peut dire, une falsification de l'histoire. Donc je vais être assez bref là-dessus, on va directement citer deux auteurs. Donc premier auteur c'est Simone Weil. Simone Weil. Donc bien sûr Simone Weil, la philosophe, celle qui travaille à l'usine Renault, qui s'est expatriée aux États-Unis, etc. Donc déjà Simone Weil en philosophie c'est très pointu, mais c'est d'un niveau monstrueux. D'ailleurs en cours on n'en a jamais parlé, c'est peut-être pour ça, on aime bien rabâcher les Simone de Beauvoir, les Hannah Arendt, bon, bref qui on veut. Mais en tout cas Simone Weil c'est du très haut niveau. Une citation que j'apprécie tout particulièrement dans son bouquin L'Enracinement. Par la nature des choses, les documents émanent des puissants, des vainqueurs. Ainsi, l'histoire n'est pas autre chose qu'une compilation des dépositions faites par les assassins relativement à leurs victimes et eux-mêmes. Ce qu'on nomme le tribunal de l'histoire, informé de la sorte, ne saurait juger d'une autre manière que celui des animaux malades de la peste. Donc ça, c'est Simone Weil. Ensuite, on va revenir à Jerry Breton, qui parle un peu de cette période. Un des problèmes que posent les définitions classiques de la Renaissance est qu'elles célèbrent les réalisations de la civilisation européenne à l'exclusion de toutes les autres. Ce n'est pas par coïncidence que la période où le terme a été inventé a aussi été le moment de l'histoire où l'Europe a proclamé avec le plus d'agressivité sa domination impérialiste sur le globe. Donc c'est Jerry Breton, le bazar Renaissance. Donc alors en fait, le concept, le terme de Renaissance, d'où est-ce qu'il vient? En réalité, c'est un terme qui a été imposé au XIXe siècle par notamment 3 auteurs. Donc un français, Jules Michelet, un suisse, Jacob
Burckhardt, et un Anglais, Walter Pater. Donc en fait, c'est vraiment, je dirais, du coup, en fait, ça représente l'homme qui est défini par ces trois auteurs-là, en fait, il représente plus l'homme du 19e siècle que l'homme du 15e, 16e siècle, qu'on soit clair. Donc alors Michelet, c'était un nationaliste républicain, donc il a publié plusieurs volumes de l'histoire de France, je crois que c'était en 7 volumes, un truc comme ça. Et le dernier volume, en tout cas le 7e, c'était la Renaissance. Ou alors, où il l'a défini il définit cette période comme coupant totalement avec le Moyen-Âge, et en gros qui débute de la découverte du monde, qui se définit comme la découverte du monde, la découverte de l'homme, et qui se situe au XVIe siècle, qui va plus ou moins de Colomb à Copernic, de Copernic à Galilée, et pour lui, ce serait la découverte de la Terre et du ciel. L'homme s'y est retrouvé lui-même. D'ailleurs, lui, il a fait plutôt commencer, donc, comme je disais, au XVIe siècle, et même un peu plus en France. Ensuite, on a donc le Suisse, Jacob Burckhardt. Lui, disons qu'il va fixer les contours de la définition officielle, et il fait débuter le mouvement au XVe siècle. Donc, c'est son bouquin sorti en 1860, donc c'est Civilisation de la Renaissance. Et bon, bien sûr, selon lui, la Renaissance n'était qu'en lien avec l'Europe elle-même. Jamais il fait le lien avec les autres cultures, avec l'Asie, l'Orient, tout ça. Et Walter Pater, lui, il vient confirmer ces traits essentiels en 1873 dans la Renaissance. Et lui, il va fortement y incorporer tout ce qui est le côté artistique. D'ailleurs, le fameux, comment il s'appelle, Léonard de Vinci, le mec vendu, qu'on nous vend tout le temps, qu'on nous présente à chaque fois, dès qu'on Renaissance, c'est Léonard de Vinci. Ben non, Léonard de Vinci, c'est un inconnu jusqu'au 19e siècle. Et c'est Walter Pater qui le réhabilite. Et en fait, en gros, Léonard de Vinci, il n'a pas, si ce n'est dessiné, son génie n'a pas dépassé ses peintures. Donc à l'époque, il devait faire une mission pour un Sforza, je ne sais plus c'était lequel, Ludovic Sforza, donc c'était le duc de Milan. Et donc il voulait faire couler une grosse statue là, qui représentait un cheval en hommage à la famille Sforza. C'était à la fin du 15e. Mais bien évidemment, Léonard de Vinci, il n'a pas réussi à le faire. D'ailleurs, il a commencé, il y a des plans et tout, c'est retrouvable, mais il n'a jamais réussi à le faire. Ensuite, il y a en 1504, c'est carrément Léonard de Vinci lui-même qui négocie avec le sultan ottoman, Beyazid II, pour la construction d'un pont sur le Bosphore de 350 mètres. D'ailleurs, Léonard de Vinci, il a eu le culot de dire « Je l'érigerai aussi haut qu'un arc, afin qu'un navire toute voile dehors puisse passer dessous. » Ce pont n'a jamais vu le jour. Et en gros, si Walter Pater n'avait pas sauvé Léonard de Vinci de l'oubli, ben le chef des Tortues Ninja ne serait jamais appelé Leonardo. Ça, c'est clair. Alors justement, là, on vient de voir un peu les différentes définitions, versions de la Renaissance. Et du coup, en fait, celles-ci, elles omettent que l'Europe de la Renaissance s'est construite à l'aune de l'opulence et de la splendeur de l'Orient. D'ailleurs, le concept même d'Europe est né lors de la Renaissance, et selon Panofsky, l'humanité avec. Bref. Du fait, ce qui était extérieur à l'Europe, en gros, il était dépourvu d'humanité, et d'où le fait que la base de la création de l'Europe et de la Renaissance, c'est sa séparation avec l'autre monde, quoi, avec l'Asie, l'Orient et tout, quoi. En gros, l'Europe n'a pu se définir qu'en opposition avec l'Orient. Ça, il faut bien le comprendre. Du coup, justement, pour bien justifier ça, il fallait bien créer une histoire. De toute façon, c'était dans l'air du temps, on voit bien lutte Église-Islam, mais ensuite cette lutte elle est un peu reprise par des laïcs intégristes, donc laïcs intégristes vs Église, ou même laïcs intégristes vs Islam, et un genre de double attaque, quoi. Donc il fallait créer une histoire, et l'imprimer, il était aux mains de qui? Il était aux mains des Européens, donc c'était pas si difficile que ça. Et c'est de là qu'on a un peu sorti toutes ces théories sur les Grecs. Je veux dire, un mec comme Platon, on sait bien qu'en réalité c'est Georges Hémiste qui Platon. Alors vous allez me dire, mais quand même vous êtes philosophe, vous avez bien des gens comme Platon, Aristote. C'est là effectivement que la réponse est encore plus forte. L'école de Florence, Marcille Ficin de l'école de Florence par exemple, commentait extrêmement bien, ligne à ligne, tout Platon. On dit que ce Platon est le Pléton du XIVe siècle.
Alors évidemment, ça paraît absurde, sauf à nous en philosophie. Parce que les connaissances scientifiques de ce Platon en question, ou de ce Platon, sont bien plus fortes, sont réellement des connaissances modernes. Vous avez des connaissances atomiques, des connaissances sur la probabilité, des connaissances sur le cours des astres, avec les dérivations des astres. Alors évidemment, on dit, ce que vous dites n'est pas prouvé. Ben, on dit, bon d'accord, apportez la contre-preuve. Donc sur quel support Platon a-t-il rédigé ses œuvres? Première question. Deuxième question, où sont ses œuvres? C'est-à-dire ceux du IVe siècle, pas celui du 15e ou du 16e, du IVe siècle. Et une autre question encore plus fondamentale, l'archéologie a-t-elle déterré ou révélé un quelconque vestige ou indice qui laisse à présumer un quelconque écrit de Platon? La question est posée, aucune réponse de l'archéologie. On n'a jamais retrouvé, donc là tu me dis, on n'a jamais retrouvé un vestige. Donc il n'existe pas en fait de texte original de Platon. Absolument on n'a que pas. ces versions à partir du 15e siècle tout à fait. qui Imprimé, nous ont voilà. imprimé et qu'on nous dit c'est du Platon. Voilà, c'est du Platon. J'ai calculé toutes les œuvres attribuées à Platon, on arrive à une pagination de 1700 pages pour une taille du livre qui fait 10,5 x 17. C'est ça, quoi. Voilà. Sur quel support est-il écrit 1500? Nous, on parle de 1500 pages, nos pages actuelles, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû en retrouver au moins un, au moins, enfin, même si on ne les retrouve pas toutes, au moins, mais on aurait retrouvé au moins déjà ça. des restes. Deuxièmement, quantité incroyable. Là, on parle de Incroyable, 1700 pages, nos textes actuels. À l'époque, sur quel support aurait-il pu écrire? Ce ne sera peut-être pas du 1700 pages. Si on pouvait le mettre sur un support comme le cuivre, ou le parchemin, ou la tablette en gypse, c'est impossible, c'est des containers, c'est des camions énormes qu'on devrait remplir. Et on aurait bien sûr à ce moment-là confondu le nom de Plotin et de Pléton. Ce nom de Pléton, vous savez, du XIVe siècle, c'est lui qui a été avec les cardinaux, etc., à l'origine de l'école de Florence, qu'on appelle l'école néoplatonicienne, et cette école néoplatonicienne de Florence, le XIVe, XVe siècle, qui a été à l'origine de ce qu'on appelle la Renaissance italienne. C'est ce qui fait que dans les peintures italiennes, vous avez justement l'illustration des thèses de Platon, évidemment. Donc, alors, c'est juste une petite citation. Donc, Georges Gémiste, dit Pléton, fut l'un des esprits les plus originaux de son temps. Encore jeune, il fit ses études chez Elisha, un juif adepte de la falsafa à la cour des musulmans. La ville d'Édirne, devenue depuis sa conquête par le sultan Mourad Ier en 1365, non seulement la capitale de l'émirat, mais aussi un centre de savoir à l'égal de Damas et de Bagdad. C'est là qu'il acquit un solide enseignement des professeurs musulmans où il étudia et s'imprégna de la culture et des œuvres des savants comme Al-Khwarizmi, Al-Batani, Al-Biruni, Al-Khazin. Puis, il revint à Constantinople pour y instruire ses corélégionnaires de son érudition, donc astronomie, géographie, histoire, musicologie, etc. Hélas, il se heurta à l'intransigeance de ses compatriotes qui ont jugé ses acquis et sa pensée comme subversifs, par la hiérarchie orthodoxe. Accusé d'hérésie, il fut à Mistra devenu un centre intellectuel notable dans le despotat de Morée. Membre de la délégation byzantine, à titre de délégué laïque au concile de Florence, en 1437-1439, le concile, il fit dans cette ville de nombreuses conférences où il diffusa sa pensée en Europe de l'Ouest. Lors de ce séjour, il fit la connaissance de, bien évidemment, Côme de Médicis, qui lui vouera une fascination débordante. Ce dernier sera séduit profondément par les travaux de Georges Gémiste, qui devint son mentor. C'est ainsi que Côme de Médicis eut l'idée de l'Académie platonicienne de Florence, placée sous l'égide de Marcille Ficin, et qui aura pour vocation de développer et diffuser les travaux de Platon. Donc ça, c'est dans le bouquin « Comprendre la Renaissance, fabrique de l'histoire de l'Occident » de Nasboutamina. De toute façon, Aristote, il est censé être l'élève de Platon, mais quand on sait que Platon il est du XIVe siècle, on se demande comment Aristote il est de moins 380 ou un truc comme ça. Moins 384, me semble-t-il. Donc, mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que je veux dire, c'est les Grecs qui ont un peu développé, mais c'est même pas que les sciences, c'est vraiment la civilisation, hein, je veux dire, la démocratie, les droits de l'homme, l'hygiène, les règles, un peu tout ce qui est cynisme et tout. Mais pourquoi est-ce que ça va être pas tache d'huile? Pourquoi, je veux dire, t'as l'Empire romain qui arrive et, enfin, Byzance, le même, la Grèce, elle est intégrée dans l'Empire romain, et d'un coup, il y a une coupure, il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que les Arabes, donc les Arabes, entre guillemets, les Perses, notamment des Perses,
qui viennent récupérer le savoir qui va se diffuser un peu, donc Afrique du Nord, Andalousie, puis qui débarque en Europe. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende que ce soit d'autres qui viennent récupérer ce savoir-là pour le transmettre? Alors qu'ils sont déjà au sein de l'Empire, pourquoi est-ce qu'il y a une coupure s'ils étaient tellement développés, etc. Je sais pas, c'est un peu bizarre, quoi. Mais surtout qu'en plus, Byzance, c'était quand même... bon, après, les Aristote, tout ça, c'est pas forcément Byzance, mais bon, bref, Byzance, c'était quand même un centre de passage, quoi. C'était quand même plus ou moins, voilà, commercial et tout. Donc, on voit bien qu'il y avait de l'échange, quoi. Il y avait déjà des routes commerciales, etc. avant les Ibn Sina et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ces derniers arrivent pour que ce soit en plus, après leur mort, plusieurs siècles après, repris, transmis en Europe? Voilà, je ne comprends pas pourquoi il faut que ce soit des Arabes ou des musulmans qui récupèrent cet héritage pour le léguer à l'Europe. Et aussi, pourquoi est-ce que l'avancée scientifique, genre, qui aurait un peu... les Grecs, ils auraient constitué quoi, des balbutiements ou des linéaments, quoique, d'après ce qu'on nous raconte, c'est même pas ça, c'était vraiment bien développé. Pourquoi est-ce que ça s'estompe? Moi, j'aimerais qu'on nous réponde un peu à ces questions de manière claire et précise, avec des preuves, parce que voilà, moi, je crois un peu ce qui est prouvé. Donc, mais justement, dans cette notion un peu de commerce, je disais il y avait pas mal de commerce, c'est par le commerce que les mathématiques elles sont arrivées en Europe. Donc le premier à les avoir introduits, c'est Gerbert d'Aurillac, qui était devenu pape Sylvestre II, je crois que c'était le Xe siècle, un truc comme ça. Je ne sais plus, ouais, ça devait être le Xe, XIe siècle, qui les a introduits. Mais je veux dire, c'était quelque chose, c'était pas forcément compréhensible par tous, donc pour tout ce qui était de base, c'était bon, mais après, avec l'intensité des échanges commerciaux et tout, il faudrait vraiment que les mathématiques soient là pour tout ce qui est raison de calcul d'importation, d'exportation, de crédit, de profit, de taux d'intérêt. Et en fait, c'est en négociant tout ça, notamment avec les produits avec l'Orient, que les marchands européens ont bien intégré ça. Enfin, avant de l'intégrer, c'est d'abord Léonard de Pise, Fibonacci, quoi, qui d'ailleurs s'est instruit à Bougie, donc en Algérie. Son père, c'était justement, je crois, le chef des marchands de Pise, ou un truc dans le genre, c'est pour ça qu'il était là-bas. D'ailleurs, Gerbert d'Aurillac, me semble-t-il, c'était aussi à Bougie en Algérie qu'il allait s'instruire. Et donc, Léonard de Pise, il expliqua les chiffres qui sont pas arabes, c'est des chiffres alcassadiens, ainsi que les 4 signes des opérations élémentaires et la virgule. Pour tous ceux qui ont fait un peu de mathématiques, la virgule a une grosse importance. Dans son étude Liber Abaci. Et alors lui-même, il dit, donc là c'est lui qui le dit, hein, c'est donc Léonard de Pise, Fibonacci. J'ai rejoint mon père. Après sa nomination par sa ville natale de Pise au poste de douane situé à Bougie pour des marchands pisans qui y venaient en foule. Il m'avait fait merveilleusement instruire en chiffres et calculs indo-arabes. Cet enseignement m'a tant plu que j'ai ensuite continué d'étudier les mathématiques pendant mes voyages d'affaires en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Sicile et en Provence, et que j'ai pris plaisir à des débats et des controverses avec les lettrés de ces régions. Alors juste pour info, parce qu'il parle de calcul indo-arabe, genre les chiffres arabes, ce seraient les chiffres indiens, etc. Bon, déjà Gerbert d'Aurillac, il est devenu pape, hein, donc à une période où les croisades, il me semble, avaient un peu commencé aussi. Donc la lutte, elle était déjà présente, c'était avant Pierre le Vénérable, mais la lutte était déjà présente. Et si les Indiens et les Grecs de l'Antiquité, ils ont inventé tout ça, on leur attribue tout ça. Mais je veux dire, les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont fait du zéro? Vu qu'ils ont inventé le zéro, ils ont inventé des chiffres, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi, j'aimerais savoir ce qu'ils en ont fait, parce que là, les Perses, ils l'ont inventé, ou la civilisation de l'islam, elle a inventé ça. Mais directement, il y a une retombée. Je veux dire, même les historiens classiques là, de France, qui ont des chaires d'histoire, etc., ils savent que, je veux dire, il y a l'Empire musulman qui a quand même brillé pendant une période. Ça, je veux dire, c'est pas une histoire cachée, ça tout le monde le sait. C'est pas de la contre-histoire que je fais. Mais les Indiens, qu'est-ce qu'ils ont fait ces chiffres? Et les Grecs, je veux dire, la Grèce, c'est quoi? À partir du 12e, 13e, 14e siècle, la Grèce, qu'est-ce qu'elle devient? Pareil. Et une fois de plus, pourquoi est-ce qu'il faut attendre, bon, concernant les Grecs, c'est toujours la question, pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ce soit des autres qui transmettent le savoir? Et les Indiens, moi je me demande ce qu'ils ont fait, parce que pour avoir inventé les chiffres et le zéro, il faut être un génie, la virgule, tout ça, la classification par unité, dizaines, centaines, pour ceux qui ont un peu étudié les mathématiques, c'est carrément miraculeux, hein. C'est vraiment miraculeux. Et à partir du moment où tu inventes ça, c'est comme si tu inventes une fusée, mais tu sais pas rouler en voiture, mais le mec il invente une fusée et tout, mais je sais pas, il ne sait pas allumer une télévision, c'est un peu pareil. Donc en réalité, toutes ces pratiques-là que Fibonacci a introduites, que Gerbert d'Aurillac
aussi Gérard Barderiac, ils étaient en fait issus des principes fondamentaux de l'algèbre, El Jebro, donc fondé par le perse Al-Khwarizmi, donc Kitab al-Jabr wal-Muqabala, qui exposait des règles arithmétiques du système des nombres positionnels décimaux et de l'algorithme. Alors justement, comme on est un peu sur cette lancée de l'introduction et tout, du savoir des Perses et des Berbères andalous, et on était un peu sur l'origine du mythe grec, en fait on tombe directement sur le plagiat des auteurs musulmans. Bon, alors la liste elle est excessivement longue, alors là je peux vraiment pas rentrer dans le détail, d'ailleurs j'ai pas tout dans ma tête, là c'est que des petites notes que j'ai, donc j'ai pas tout dans ma tête, mais par contre je vous renvoie, c'est simple, comprendre la Renaissance de Nas Boutamina ou les Mille et un mythes, notamment le volume 2. Mais là, pour un peu sortir de Nas Boutamina, parce qu'on va pas venir, j'aurais pu sortir énormément d'exemples, là je l'ai cité qu'une fois, mais j'aurais pu le citer à plusieurs reprises. On va rester un peu sur des auteurs un peu plus, un peu plus officiels en gros, ou voilà, des auteurs normaux quoi. Enfin normaux, bon bref. Académique. Comment ? Académique. Voilà, un peu plus académique, voilà, merci. Donc c'est une fois de plus Jerry Breton, dans son bouquin De base à Renaissance, donc on va prendre l'exemple de Copernic. Donc c'est Jerry Breton qui le dit, c'est pas moi. Donc, les relations scientifiques entre l'Orient et l'Occident ont également contribué à l'analyse de Copernic sur la nature héliocentrique du système solaire. C'est à l'observatoire de Maraga, en Perse, qu'a été créé au milieu du XIIIe siècle l'un des centres majeurs de l'astronomie et des mathématiques arabes. Sa grande figure était Nasreddin Tutsi, 1201-1274, dont le mémoire sur l'astronomie a modifié l'œuvre contradictoire de Ptolémée sur le mouvement des sphères. Parenthèse, Ptolémée, Nas Boutamina, il le reprend dans Comprendre la Renaissance. La plus importante de ces révisions l'a conduit à créer le couple de Tutsi. Ce théorème établit qu'un mouvement linéaire peut être dérivé d'un mouvement circulaire uniforme, ce que Tutsi démontrait à l'aide d'une sphère roulant à l'intérieur d'une autre de rayon 2 fois supérieur. Aujourd'hui, les historiens de l'astronomie ont compris que Copernic a reproduit le couple Tutsi dans ses révolutions et que ce théorème a joué un rôle crucial dans la définition de sa vision héliocentrique du système solaire. Et là, ça devient intéressant. Nul ne s'était posé la question d'une influence arabe sur Copernic et sur ses contemporains européens, puisqu'on supposait qu'il n'y avait rien à trouver. Là, c'est encore plus intéressant. On ne sait pas très bien comment Copernic a été informé des travaux d'Atutsi. Mais cet exemple d'influence directe de la science arabe sur l'astronomie européenne suggère que d'autres découvertes attendent les chercheurs disposés à enquêter sur des échanges d'idées, vigoureux mais actuellement négligés, qui ont eu lieu entre l'Orient et l'Occident. Donc c'est Jerry Breton dans le Bazar Renaissance. Donc on voit clairement dans ce cas-là que les historiens qui se penchent un peu là-dessus, ils tombent des nues. Et d'ailleurs Jerry Breton, il est prof en Angleterre, prof de fac et tout. C'est pas un mec qui fait des vidéos dans sa cave ou qui écrit dans sa cave. Je dirais, le mec il a quand même un poste en université, etc. C'est un historien reconnu, académique. Et on voit bien que donc, les historiens tombent des nues lui-même, mais comment Copernic il a pu accéder aux travaux d'Atutsi, genre en gros tellement personne n'était au courant, il se dit ouais, peut-être que si on investissait un peu plus le sillage, on ferait de nouvelles découvertes. Et moi je dirais que ce sillage il a été investi de belle durée, puisque Nas Boutamina, la première version des Mille et un mythes, c'était un seul bouquin, il n'avait pas encore divisé en deux. Mais il avait investi ce point-là depuis 1999, vu qu'il était sorti en 1999. Et ouais, alors justement, non seulement c'est un point exploré, mais de toute façon, les musulmans, les scientifiques, ces musulmans, le savoir qu'ils avaient développé, ils étaient tellement à la pointe, qu'ils avaient des siècles et des siècles d'avance. L'opération de la cataracte, c'est Ibn Haytham, donc c'est un père, je ne sais plus si c'est 10e ou 11e siècle. Par exemple, on opère déjà la cataracte. Ou sinon, je pourrais rappeler un peu Vasco de Gama. C'est pour dire le retard qu'ils avaient. Genre Vasco de Gama, lui, il veut aller par le cap de Bonne-Espérance, découvrir une route, l'Inde et tout, pour un peu couper, bref, l'herbe sous le pied des autres, etc. Mais il se passe quoi? Donc il veut atteindre l'Inde en passant par le cap de Bonne-Espérance. Et en fait, il s'est perdu en mer pendant 13 semaines parce que tous ces instruments de navigation, ils étaient inutilisables dans l'océan Indien, ou alors peut-être pas les utiliser, quoi. Et donc, après 13 semaines d'errance, il débarque à Mélinde.
Et là, il rencontre son sauveur et son maître, Ahmed ibn Majid. Donc c'était le meilleur navigateur de son temps. Et donc là, c'est carrément dans le journal de bord. Hein. C'est pas moi, c'est l'équipe à Vasco de Gama qui raconte ça. C'est dans son journal de bord. Donc, les déboires avec des pilotes arabes ne manquèrent pas. Mais il parvint à en trouver un loyal et honnête, à Manindi, qui n'était autre qu'Ahmed ibn Majid, le meilleur navigateur arabe de l'époque dans toute la mer Rouge et l'océan Indien, lequel ne se doutait pas qu'il participait ainsi à la mise en place d'un empire qui allait supplanter ses frères. Après s'être entretenu avec lui, Vasco de Gama fut extrêmement satisfait de son savoir, notamment quand ce pilote lui montra une carte de l'ensemble de la côte de l'Inde dessinée à la façon des morts, autrement dit avec des méridiens et des parallèles. Et lorsque Vasco de Gama lui montra un grand astrolabe en bois qu'il avait avec lui et d'autres en métal avec lesquels il mesurait la hauteur du soleil, le pilote ne manifesta aucune surprise. Il déclara que certains marins de la mer Rouge utilisaient des instruments de cuivre triangulaires et des cadrans qui leur servaient à mesurer la hauteur du soleil et surtout l'étoile polaire, la plus utilisée pour la navigation. C'est quand même grâce à des personnes comme Ahmed ibn Majid, en plus Ahmed ibn Majid, il me semble, c'est pas le simple l'image du navigateur qu'on a maintenant, les gros bras et tout, le bonhomme, ça c'est de mémoire, il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il a écrit une trentaine de traités, un truc comme ça, sur la navigation, en plus il écrivait en prose et tout, donc c'est un intellectuel, hein, le bonhomme, c'est un vrai savant. Et c'est grâce à ce genre de savant que le Portugal, il a pu constituer son empire des Indes. Donc d'ailleurs, en fait, on en vient directement à la torpeur du califat ottoman. Parce que là, il y a tout le monde qui lutte là, pour le contrôle des mers. Ils veulent... En fait, ça avait commencé comment? S'il y avait le califat ottoman qui taxait les terres, donc après le Portugal, il allait en bateau au Bénin. Mais bon, il y avait le port d'Alexandrie qui était énorme, donc ils voulaient un peu leur couper l'herbe sous le pied. Ils voulaient découvrir d'autres choses, donc ils sont allés, Christophe Colomb, la bande et tout, donc ils ont découvert de nouveaux mondes. Ensuite, ils voulaient aller au Cap de Bonne-Espérance. Bon, il y avait toute une lutte pour le contrôle des mers et surtout le contrôle des routes maritimes, parce que qui trouvait une nouvelle route, il pouvait s'assurer de devenir riche. D'ailleurs, la famille Avise, la plus riche famille d'Europe pour l'époque. D'ailleurs, je ne me demande pas si, avant je parlais de Charles Quint, mais je ne me demande pas s'il fait un peu partie. Bon, bref. Elle s'est enrichie seulement par le commerce, mais bon, c'était une parenthèse. Donc j'ai un peu perdu le fil. Oui, donc il y a eu une vraie lutte pour le contrôle des eaux et des routes maritimes. Donc là, on voit bien quand même les mecs, Vasco de Gama, comme Bonne-Espérance, un super navigateur, ceci, cela. Même que lui, il ne savait pas naviguer, c'est un pilote musulman qui l'instruit directement. Mais pourquoi le califat ottoman n'a pas suivi l'Europe dans ce contrôle des mers et des routes maritimes? Pourquoi donc? Alors non seulement il interdit l'imprimerie. L'imprimerie dans le monde musulman. En 1515, Sélim Ier, par un décret ottoman, interdit sous peine de mort toute imprimerie, toute lecture d'un ouvrage imprimé, toute installation d'une imprimerie, sous peine de mort à quiconque musulman ou non musulman qui se trouve dans le territoire musulman. En plus, il reste plongé dans une genre de, torpeur, quoi. Les mecs, je sais pas, ils s'endorment, ils aiment bien guerroyer, le califat il aime bien guerroyer, mais à part ça, voilà quoi. Mais d'ailleurs, même dans un peu cette lutte il y a eu surtout une grosse lutte entre le Portugal et la Castille, hein. Parce qu'ils avaient tracé une ligne horizontale là, sous les îles Canaries, et c'était validé par la bulle Aeterna Regis de Sixte IV, et en gros, ça servait à départager ce qui était sous la mer des îles, c'était acquis, que c'était au Portugal ou à la Castille, quoi. Et à la suite de cette bulle donc de Sixte IV, il y a le roi Joao, donc fils d'Alfonso V, qui revendique la souveraineté des nouvelles terres, car situé sur la ligne de tracé Alcasovas. Moi désolé pour la prononciation. Et donc d'office, il y a Isabelle et Fernando qui obtiennent du pape Alexandre VI une révision de la bulle Sixte IV par l'institution d'une nouvelle ligne tracée verticalement. Le roi Joao refuse ces nouvelles dispositions et négocie directement avec la Castille.
et pour le déplacement de cette ligne-là. Donc je sais pas, les musulmans c'était les meilleurs navigataires, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas investi ce pan de nouvelles découvertes des terres? Sans même, comment il s'appelle, Ibn Khaldoun, il dit, je sais plus dans son bouquin, qu'en gros, je sais plus comment il disait que les Européens, il me semble, on retrouvera la citation, ils n'étaient pas capables de faire flotter une planche de bois. On le voit bien, il y a Vasco de Gama. Vasco de Gama, c'est après la découverte de Christophe Colomb, etc. Et on voit bien que le mec, il se perd, il ne sait rien du tout utiliser. D'ailleurs, même après, quand on étudie un peu, Ahmed Ibn Majid, il arrive à naviguer avec des instruments de base, mais vraiment ultra primaires, pas du tout développés pour l'époque. Et tout le monde, la bande à Vasco de Gama, tout le monde était tombé des nues, subjugué, choqué, ébahi, tout ce qu'on veut. Donc je ne sais pas pourquoi, moi, après la prise de Constantinople par Mehmed II, ben, les Ottomans, ils ont pensé qu'à s'anoblir et à guerre, vous voyez, c'est tout ce qu'ils ont... En gros, c'est tout ce qu'ils ont pensé à faire. Non, quand je parle des Ottomans, on ne parle pas des Turcs là, avec qui on vit aujourd'hui. On parle vraiment de la crapulerie gouvernementale, l'élite gouvernementale, les riches bourgeois en Turquie, l'aristocratie de l'époque et tout. On parle de ceux qui avaient le pouvoir. On ne parle pas du simple Turc d'aujourd'hui. Ça c'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, même Selim, fils de Mehmed II, en fait, il a conquis Damas. C'est pour ça que je disais qu'ils ont cherché seulement à guerroyer, à s'anoblir. En réalité, c'est pareil. Hein. Il y a toute une lutte là, de guerre, etc., qui explose. Et c'est une lutte sans fin. Donc Selim, fils de Mehmed II, il conquit Damas, la péninsule arabique, l'Égypte, devenant ainsi le premier sultan des 3 lieux saints de l'islam. La Mecque, Médine, Jérusalem. Bon, après, il a fait face à Ismaïl qui revendiquait sa ligne du prophète et donc le califat. Sélim, il a conduit ses troupes au Kurdistan. Attila, c'était le fléau de Dieu. Et en gros, de la ligne de conduite qu'on avait connue, ou en tout cas du service de l'humanité, ou même en fait, du développement de toutes ces sciences-là, bon, en fait, on est passé à une ligne uniquement, comment dire, belliciste, belliqueuse, qui ne pensait qu'à guerroyer et ça nous. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai pas tellement l'habitude de faire cet exercice-là, mais bon, j'espère que ça a permis un peu d'éclaircir cette période qui est assez troublante. Donc si jamais vous voulez poser des questions ou mettre des commentaires et tout, ils seront les bienvenus, si vous voulez la partager aussi. Mais je vous remercie à tous et bonne semaine.